Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les actes de gentillesse nous apportent parfois plus de joie à nous-mêmes qu'à ceux qui en bénéficient? Nous vivons dans un monde qui nous répète souvent « chacun pour soi ». Mais si je vous disais que c'est la plus grande erreur sur le chemin du bonheur, et si la façon la plus efficace de prendre soin de soi était de prendre sincèrement soin des autres, ce n'est pas qu'une belle citation tirée des réseaux sociaux, c'est un principe fondamental de l'une des philosophies les plus influentes de l'histoire, le stoïcisme. Aujourd'hui, nous allons percer le secret antique des stoïciens sur la justice, et vous découvrirez pourquoi aider les autres est, en fin de compte, la forme d'aide la plus intelligente et même la plus profitable à vous-même. Préparez-vous, car cette idée pourrait bien bouleverser votre perception de l'égoïsme et de l'altruisme. Avant de plonger dans les profondeurs de cette idée, dressons un tableau général. Qu'est-ce que le stoïcisme, au juste? Ce n'est pas une question de visage de marbre et de suppression des émotions comme beaucoup le croient. Le stoïcisme est une philosophie pratique née à Athènes il y a plus de 2300 ans. Son objectif principal, aider l'individu à atteindre l'état de eudaimonia, c'est-à-dire une vie pleine de sens, florissante et heureuse, quelles que soient les circonstances extérieures. De grands esprits, comme l'empereur Marc Aurèle, le dramaturge et conseiller impérial Sénèque et l'ancien esclave Épictète, étaient stoïciens. Ils cherchaient des réponses à des questions éternelles. Comment vivre correctement? Comment garder son calme dans le chaos? Et que signifie être une bonne personne? Et au cœur de leurs réponses se trouvait toujours l'une des 4 vertus cardinales, la justice. Mais pour les stoïciens, la justice allait bien au-delà du simple respect des lois. C'était une profonde compréhension de notre lien avec l'humanité tout entière. Alors, commençons par l'essentiel, par le fondement même, l'idée qui est au cœur de toute l'éthique stoïcienne. C'est ce mot grec, okeiosis. Il a l'air compliqué, mais son concept est d'une simplicité et d'une intuition remarquables. Imaginez un nouveau-né. Son premier et principal instinct est l'autoconservation. Il prend soin de lui, de son corps. C'est son premier cercle d'appartenance. Avec le temps, ce cercle s'élargit. L'enfant commence à reconnaître et à aimer ses parents, ses frères et sœurs. Son sentiment du sien englobe désormais la famille. Ensuite, ce cercle continue de croître pour englober les amis, les voisins, les concitoyens. Les stoïciens croyaient que le but ultime de l'homme sage est d'étendre ce cercle jusqu'à ce qu'il englobe l'humanité entière, cesser de voir les autres comme des étrangers, et commencer à percevoir chaque être humain comme faisant partie d'une seule et même grande famille. C'est précisément cela, le hokeiosis, un processus d'appropriation, la reconnaissance des autres comme faisant partie de nous. Ce n'est pas une idée sentimentale, mais le résultat d'une réflexion logique. Nous sommes tous des êtres humains, tous doués de raison, tous partie intégrante de la même nature. Par conséquent, le bien-être d'autrui ne peut nous être étranger. Cette conception des cercles qui s'élargissent n'est pas une simple métaphore poétique. C'est un véritable entraînement pratique pour l'esprit. Le philosophe stoïcien Hiéroclès encourageait ses disciples à visualiser mentalement ces cercles et à s'efforcer de ramener les plus éloignés vers le centre, par exemple en appelant un cousin éloigné simplement frère ou un voisin comme un membre de la famille. L'objectif de cet exercice est de briser les barrières mentales que nous érigeons inconsciemment entre les nôtres et les étrangers. Ce sont en effet ces barrières qui engendrent l'indifférence, l'hostilité et l'injustice. Lorsque nous commençons à voir l'étranger dans la rue comme un lointain parent, notre attitude envers lui se transforme. Nous ne pouvons plus ignorer son malheur et passer notre chemin avec un cœur froid. Lui apporter notre aide devient aussi naturel que de soutenir un membre de notre propre famille. Et c'est à ce moment précis que les choses deviennent vraiment intéressantes. En agissant de la sorte, nous entrons en harmonie avec notre nature profonde. Or, pour les stoïciens, vivre en accord avec cette nature est le bien suprême et l'unique source du bonheur. Ainsi, chaque geste de justice et de bienveillance est un pas décisif vers notre propre épanouissement personnel. Passons maintenant à un niveau supérieur. De la notion de famille universelle, nous évoluons vers celle d'État mondial. Ce sont les stoïciens qui, les premiers dans la philosophie occidentale, ont introduit le concept de cosmopolie,
littéralement la cité-monde. Pour eux, nous sommes citoyens non seulement de notre propre cité ou de notre nation, mais aussi d'un unique et immense État, le monde entier. Notre loi commune, c'est la raison universelle ou logos qui imprègne toute chose. Cette vision était absolument révolutionnaire à une époque où le monde était strictement divisé, entre Grecs et barbares, entre Romains et provinciaux. Les stoïciens, eux, affirmaient que la nationalité, le statut social ou la richesse n'étaient que des distinctions externes et secondaires. La seule chose qui compte est ce qui nous unit tous, notre nature humaine partagée et notre capacité à la raison. L'empereur Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde, écrivait dans ses pensées son journal personnel. En tant qu'Antonin, ma ville et ma patrie, c'est Rome. En tant qu'homme, c'est le monde. Il se rappelait constamment que son rôle primordial était d'être un citoyen du monde. Qu'est-ce que cela signifie concrètement d'être un citoyen du monde? Cela signifie comprendre que notre bien-être personnel est intrinsèquement lié au bien-être de la société dans son ensemble. Les stoïciens utilisaient souvent l'analogie du corps humain. La main ne peut pas se dire « je me fiche que le pied souffre car je suis moi et il est lui ». La main comprend qu'elle est une partie d'un organisme unique. Si le corps souffre, elle souffre avec lui. Il en va de même pour la société humaine. Nous ne sommes pas des individus isolés, mais les composantes d'un seul grand corps, l'humanité. Les problèmes des autres sont nos problèmes communs. Leurs joies sont nos joies communes. Par conséquent, l'injustice faite à un seul individu est une blessure infligée à la société tout entière. En aidant autrui, nous nous soignons essentiellement nous-mêmes. Nous renforçons cet organisme social dont nous faisons partie. C'est un rejet radical de l'idée selon laquelle l'homme est un loup pour l'homme. Pour les stoïciens, l'homme est un frère, un allié, un concitoyen dans la grande cité cosmos. Passons maintenant à la justice, considérée comme une vertu. Pour les stoïciens, il existait 4 vertus cardinales, la sagesse, le courage, la tempérance et la justice. Ils croyaient fermement que ces qualités étaient les seuls véritables biens. Tout le reste, la santé, la richesse ou la réputation, n'étaient que des choses indifférentes. Certes, ces choses peuvent être préférables, mais elles ne définissent en rien la qualité de notre existence. Seule la vertu, elle, est déterminante. Et parmi elles, la justice occupait une place toute particulière. Sénèque écrivait « Nul ne peut vivre heureux s'il ne se préoccupe que de lui-même, s'il ramène tout à son seul avantage. Tu dois vivre pour autrui si tu veux vivre pour toi. Ce n'est pas un simple appel à l'altruisme, c'est une déduction logique. La justice, selon les stoïciens, c'est savoir distribuer les biens avec équité et traiter chacun selon son dû. Or, le mérite n'est pas défini par le statut social, mais par notre nature humaine commune. Être juste, c'est donc reconnaître la valeur intrinsèque de chaque être humain et agir conformément à cette reconnaissance. Mais en quoi cela nous aide-t-il concrètement? Les stoïciens croyaient que l'âme humaine est par essence rationnelle et sociale. Nous sommes faits pour vivre en communauté et coopérer les uns avec les autres. Lorsque nous agissons injustement, nous allons à l'encontre de notre propre nature. C'est comme si nous infligions une blessure à notre âme. Il en résulte un conflit interne, de l'anxiété, de la peur et de la honte, tout ce qui vient détruire notre tranquillité d'esprit. Inversement, quand nous agissons avec justice, quand nous aidons les autres, quand nous faisons preuve de bonté, nous sommes en harmonie avec notre nature profonde. Cela nous procure une satisfaction intérieure, un sentiment de justesse et d'intégrité. Pour un stoïcien, le bonheur n'est pas un plaisir éphémère, mais un état d'harmonie interne atteint grâce à une vie vertueuse. Par conséquent, chaque acte de justice est une contribution directe à notre propre bonheur à long terme. En aidant les autres, nous ne perdons rien. Au contraire, nous gagnons ce qu'il y a de plus précieux, la paix de l'âme. Cette idée n'a jamais été mieux formulée que par l'empereur philosophe Marc Aurèle. Dans ses pensées, il revient sans cesse à la notion de bien commun. L'une de ses citations les plus célèbres stipule « Ce qui ne nuit pas à la ruche ne nuit pas non plus à l'abeille ». Arrêtons-nous un instant sur cette métaphore simple mais géniale. L'abeille comprend instinctivement que sa survie et sa prospérité dépendent directement de la santé de l'ensemble de la ruche.
Elle ne peut pas se dire « je vais amasser du miel uniquement pour moi et tant pis pour les autres ». Un tel comportement serait à terme fatal pour la ruche, comme pour l'abeille elle-même. Marc Aurèle nous exhortait, nous les humains, à faire preuve de la même sagesse que les abeilles. Nous devons prendre conscience que nous faisons partie d'une grande ruche, la société humaine. Par conséquent, toutes nos actions devraient être orientées vers le bien-être collectif, car c'est uniquement dans une société juste et prospère que l'individu peut véritablement s'épanouir. Marc Aurèle, lui, poussait la réflexion encore plus loin. Selon lui, notre raison d'être essentielle, en tant qu'être doué de raison, réside dans le service d'autrui. Il écrivait « Les êtres humains sont faits les uns pour les autres. Par conséquent, soit tu les instruis, soit tu les supportes. Cela implique que notre devoir est double, soit aider les autres à s'améliorer, soit tolérer patiemment leurs imperfections, en comprenant qu'ils font partie intégrante de notre ensemble commun. » Pour lui, l'aide à autrui n'était pas une obligation pénible, mais plutôt un privilège. C'était l'occasion de réaliser sa nature la plus élevée. Lorsqu'en tant qu'empereur, il était confronté à la trahison, à l'ingratitude ou à la bêtise, il se rappelait « cet individu agit ainsi parce qu'il ignore ce que sont le vrai bien et le vrai mal. Mon rôle, à moi, n'est pas de m'irriter contre lui, mais de continuer à faire ce pourquoi je suis né, œuvrer pour le bien commun. » Cette attitude lui conférait une force intérieure et une sérénité incroyables. En aidant les autres, il s'aidait en réalité lui-même à préserver son humanité et à ne pas céder aux émotions destructrices. Cette approche bouleverse complètement notre perception des problèmes. Généralement, face à l'injustice ou au malheur d'autrui, nous ressentons de la colère, du désespoir ou la tentation de nous isoler. Le stoïcisme, lui, propose une voie radicalement différente. Au lieu de nous demander « Pourquoi cela arrive-t-il ?», le stoïcien interroge « Que puis-je faire pour aider ? Comment puis-je utiliser cette situation pour exercer ma vertu ?» Tout problème cesse alors d'être une source de stress pour devenir une opportunité d'agir. Aider quelqu'un avec un sac lourd, écouter un ami dans la détresse, faire un don caritatif ou s'élever contre l'injustice. Toutes ces actions ne sont plus des contraintes, mais des exercices de vertu. C'est une pratique qui nous rend plus forts, plus sages et, au bout du compte, plus heureux. Nous cessons d'être les victimes passives des circonstances pour devenir les acteurs actifs de la construction d'un monde meilleur. Et ce sentiment de participation active à la cause commune est une source inépuisable de sens et de satisfaction. Un autre grand stoïcien, Sénèque, a exploré en profondeur le thème des bienfaits dans son traité des bienfaits. Il voyait l'aide apportée aux autres comme une sorte de ciment social, le liant qui maintient la société unie. Pour lui, donner et recevoir de l'aide constitue un cycle naturel qui nourrit et soutient les liens humains. Il écrivait que celui qui rend un service se taise, que celui qui le reçoit en parle. Sénèque insistait sur le fait que l'aide véritable ne cherche ni récompense ni reconnaissance. Elle est accomplie pour l'acte lui-même. C'est là que réside sa principale valeur pour celui qui donne. Lorsque nous faisons le bien sans attendre de gratitude en retour, nous affirmons notre indépendance face au jugement extérieur. Notre satisfaction ne provient pas de la louange des autres, mais de la conscience d'avoir agi correctement, en accord avec notre nature rationnelle et sociale. Cela renforce notre caractère et nous rend moins vulnérables aux déceptions. Sénèque, par ailleurs, avance un argument fascinant sur l'intérêt que nous avons à être serviables. Selon lui, lorsque nous apportons notre aide, nous tissons autour de nous un véritable réseau de bienveillance. L'aide que vous donnez aujourd'hui pourrait bien vous être rendue demain. Mais même si la personne aidée se révèle ingrate, l'acte d'aider en lui-même vous a déjà été bénéfique. Vous vous êtes amélioré, simplement en faisant preuve de vertu. Qui plus est, vous donnez l'exemple. Votre geste peut inspirer une autre personne à faire le bien, propageant ainsi cette vague de bonté. Aider un seul individu, c'est donc contribuer à l'amélioration de l'ensemble du climat social. Vous rendez le monde qui vous entoure un peu plus sûr, plus bienveillant et plus fiable. Et avouons-le, vivre dans un tel environnement est beaucoup plus agréable et serein. En fin de compte, chaque acte d'aide est un investissement dans la société même où nous aspirons à vivre.
c'est la forme la plus pratique et la plus clairvoyante de prendre soin de soi, il est frappant de constater que les stoïciens n'encourageaient ni l'aumône aveugle, ni l'abnégation qui mène à l'épuisement. Pour eux, la justice était inextricablement liée à la sagesse, l'aide se devait d'être éclairée. Avant d'intervenir, le stoïcien devait évaluer la situation avec soin. Cette personne est-elle réellement dans le besoin? Mon aide ne risque-t-elle pas, à long terme, de lui nuire, par exemple en encourageant sa paresse? Quelle est la meilleure approche dans ces circonstances précises? Loin d'être un calcul froid, cela relève d'une véritable sollicitude. L'aide véritable ne vise pas uniquement à soulager une souffrance momentanée, mais plutôt à permettre à l'individu de s'améliorer, de devenir plus fort et plus autonome. Parfois, l'acte d'assistance le plus juste est le refus. Par exemple, refuser de prêter de l'argent à un ami qui le gaspillerait dans des habitudes destructrices. Dans ce cas, la justice envers cet ami consiste à l'aider à surmonter son problème et non à l'y encourager. Une telle approche protège d'ailleurs la personne qui aide de l'épuisement émotionnel et des sacrifices inutiles. Mais que disait donc Épictète, ce philosophe qui est passé du statut d'esclave à celui d'un des maîtres les plus respectés de son époque? Son enseignement était centré sur la notion de rôle. Il expliquait que chacun de nous joue une multitude de rôles dans la vie. Nous sommes l'enfant de quelqu'un, un parent, un ami, un voisin, un citoyen. Notre mission principale est de tenir ces rôles de la manière la plus exemplaire possible. Pour Épictète, la justice, c'est l'exécution irréprochable de nos devoirs sociaux. Si l'on est fils ou fille, notre devoir est d'honorer ses parents. Si l'on est ami, il faut être loyal. Si l'on est citoyen, il faut respecter les lois et œuvrer pour le bien commun. Et voici la clé. En remplissant ces rôles, nous ne faisons pas une faveur aux autres. Nous nous réalisons nous-mêmes. Quand nous agissons en bon ami, nous ne faisons pas qu'aider notre ami, nous devenons un bon ami. Et c'est là le fondement d'une vie vertueuse et épanouie. L'injustice, la trahison ou le manquement à nos devoirs, c'est avant tout une trahison envers soi-même, un renoncement à sa meilleure version. En aidant les autres à travers nos rôles, nous bâtissons notre propre caractère intègre et digne. Prenons un exemple simple pour illustrer cela. Imaginez que votre ami vous demande de l'aide pour déménager. Vous avez le choix. Soit vous trouvez une excuse et refusez, soit vous acceptez de l'aider. Du point de vue d'Épictète, en aidant votre ami, vous remplissez votre rôle d'ami. Cette action est conforme à la nature. Certes, vous risquez de vous fatiguer physiquement, mais moralement, vous en tirerez une grande satisfaction. Vous renforcez votre amitié. Vous vous confirmez à vous-même que vous êtes une personne fiable. Cela vous apporte la sérénité intérieure. Maintenant, imaginez que vous ayez refusé en mentant. Vous avez peut-être économisé quelques heures, mais à quel prix? Vous ressentirez probablement un pincement de mauvaise conscience. Vous avez fragilisé le lien d'amitié. Vous avez agi à l'encontre de votre propre rôle. Ce désaccord intérieur, cette dissonance interne est, selon les stoïciens, la source même du malheur. Ainsi, dans cet exemple, aider un ami n'est pas un sacrifice, mais un choix en faveur de votre propre intégrité et de votre harmonie d'âme. C'est la voie la plus directe vers le respect de soi. Nous arrivons maintenant à la conclusion la plus paradoxale et la plus puissante de la philosophie stoïcienne concernant la justice. On pourrait appeler cela le égoïsme rationnel ou l'altruisme pour soi. Les stoïciens affirmaient que le but suprême de chaque individu était d'atteindre le eudaimonia, c'est-à-dire cet état de prospérité, d'une vie pleine de sens et de bonheur véritable, et ils démontraient logiquement que l'unique voie vers ce but passait par la vertu. Or, l'homme étant fondamentalement un être social, une vie vertueuse est impossible sans justice et sans le service du bien commun. Il en résulte que le moyen le plus efficace, le plus direct et même l'unique d'atteindre le bonheur personnel est d'aider autrui et d'être juste. Toute tentative de construire son propre bonheur sur le malheur des autres, sur l'indifférence ou l'égoïsme, est vouée à l'échec. Elle contredit notre nature profonde et mène inévitablement au désordre intérieur. Ainsi, le souci des autres n'est pas l'opposé du souci de soi. C'en est la forme la plus élevée et la plus sage. Levons le voile sur un mythe populaire.
On entend souvent dire que les stoïciens prônaient l'insensibilité et l'idée de réprimer toute émotion. C'est absolument erroné. Ils n'encourageaient pas la suppression, mais plutôt l'analyse de nos émotions, et refusaient que des passions irrationnelles, comme la colère, l'envie ou la peur incontrôlée, dictent nos actions. Quant aux émotions positives et prosociales, les stoïciens les estimaient énormément. L'amour de l'humanité, la compassion, la bienveillance, tout cela était considéré comme la manifestation naturelle de notre nature rationnelle. Sénèque écrivait « Là où il y a un être humain, il y a place pour un bienfait ». L'aide à autrui ne doit pas provenir de la pitié, que les stoïciens considéraient comme une passion irrationnelle, mais d'une sympathie raisonnable et de la compréhension de notre condition commune. Nous aidons non pas parce que nous sommes submergés par l'émotion, mais parce que c'est une action juste et raisonnable. C'est ce qui rend notre assistance plus stable et plus fiable. Nous aidons non seulement quand nous en avons l'humeur, mais toujours lorsque le devoir et la justice l'exigent. Mais alors, comment appliquer concrètement ces principes dans notre vie moderne, en plein XXIe siècle? Les idées des stoïciens sont plus pertinentes que jamais. Notre société souffre souvent d'atomisation, de solitude et d'un profond sentiment de perte de sens. La conception stoïcienne de la justice offre un antidote puissant. Commencez petit, mettez en pratique le wakeiosis dans votre quotidien. Face à un collègue avec qui les relations sont tendues, efforcez-vous de ne pas voir un rival, mais un membre de votre propre équipe. Intéressez-vous sincèrement au caissier du magasin au lieu de le réduire à une simple fonction. Ces petits changements de perspective modifient notre chimie intérieure. Ils atténuent le stress des interactions sociales et renforcent notre sentiment d'appartenance. N'oubliez jamais que chaque personne que vous croisez mène son propre combat qui vous est invisible. Faire preuve d'une simple courtoisie et de bienveillance est déjà en soi un acte de justice stoïcienne. L'étape suivante consiste à passer de la simple perception à l'action. Trouvez des occasions d'aider dans votre quotidien. Il n'est pas nécessaire de faire des gestes spectaculaires. Cédez votre place dans les transports, aidez votre voisin à porter ses sacs de course. Partagez votre savoir avec ceux qui en ont besoin. Faire un petit don à une organisation de confiance. L'importance de ces actions ne réside pas dans leur ampleur, mais dans leur régularité. Chaque petit geste est un entraînement pour votre muscle de la vertu. Plus vous le faites, plus cela devient naturel. Cela passe du statut d'obligation à celui d'habitude, puis à une véritable source de joie. Vous remarquerez que votre attention se détourne de vos propres petits problèmes pour se concentrer sur quelque chose de plus grand. Et cela, la psychologie moderne le confirme, est l'un des moyens les plus fiables d'augmenter votre niveau de bonheur et de vous libérer de l'anxiété. Vous commencez à vous sentir partie prenante de quelque chose qui dépasse votre propre ego. Et enfin, voici la pratique la plus ardue, mais aussi la plus essentielle, l'application de la justice stoïcienne face aux situations délicates. C'est lorsque vous êtes insulté, trahi ou victime d'une injustice. La réaction naturelle, c'est la colère, le ressentiment, le désir de vengeance. Le stoïcien, lui, se pose immédiatement la question « Comment puis-je réagir de manière vertueuse ?» Cela ne signifie pas qu'il faille se laisser marcher sur les pieds. La justice peut exiger de fixer ses limites ou de demander des comptes à l'agresseur. Mais cela doit être fait non par esprit de vengeance, mais par la volonté de restaurer l'ordre et, éventuellement, d'aider cette personne à prendre conscience de son erreur. Marc Aurèle disait que la meilleure des vengeances est de ne pas ressembler à son ennemi. En conservant votre calme et votre humanité face à l'injustice, vous remportez la victoire la plus importante, celle sur vos propres passions destructrices. Vous prouvez que votre état intérieur ne dépend pas des mauvaises actions des autres. C'est cela qui confère la véritable liberté et une tranquillité inébranlable. En aidant même celui qui vous a offensé à ne pas s'endurcir, vous vous aidez vous-même à rester humain. Pour résumer, la conception stoïcienne de la justice nous invite à revoir radicalement notre perception du monde et de notre propre place en son sein. Elle nous exhorte à sortir de l'étroite carapace de notre ego pour nous concevoir comme partie intégrante d'un vaste tout, profondément interconnecté. Cette philosophie brise la fausse dichotomie entre le moi et les autres. Elle démontre que les intérêts de l'individu et ceux de la communauté ne s'opposent pas, mais se complètent mutuellement.
En aidant autrui, nous ne faisons pas un sacrifice personnel. Au contraire, nous réalisons notre nature profonde, nous forgeons notre caractère et accédons à l'harmonie intérieure et au sens véritable. Ce n'est pas seulement un devoir moral, c'est la voie la plus pragmatique et la plus directe vers l'existence dont nous rêvons tous, une vie emplie de sérénité, de joie et d'une profonde satisfaction. La justice telle que la comprennent les stoïciens n'est pas une simple règle sociale, c'est la clé de l'épanouissement personnel. Et cette clé est accessible à chacun de nous, ici et maintenant, dans chacun de nos choix, dans chacune de nos actions. Récapitulons. Nous avons vu que pour les stoïciens, la justice n'est pas seulement un corpus de lois, mais un principe fondamental qui régit l'ordre du cosmos et de l'âme humaine. À travers le concept de Weikeiosis, ils ont démontré que notre penchant naturel est d'élargir le cercle de nos préoccupations, de soi-même à l'humanité entière. Par l'idée du cosmopolis, ils nous ont appris à nous considérer comme citoyens d'un seul et même monde où le bien-être de chacun est intrinsèquement lié à celui de tous. Les grands stoïciens, Marc Aurèle, Sénèque, Épictète, ont prouvé par leur propre exemple que le service aux autres, loin de diminuer l'individu, l'élève et le magnifie. Et la conclusion la plus importante, peut-être la plus choquante, aider les autres est la forme d'aide à soi-même la plus sage et la plus efficace. Chaque acte de gentillesse et de justice est un pas vers notre propre paix intérieure, vers une vie en harmonie avec la nature et la raison, vers cette fameuse eudaimonia qu'ils considéraient comme le bien suprême. Cela signifie que la prochaine fois que vous aurez l'occasion d'aider quelqu'un, rappelez-vous, vous ne le faites pas seulement pour lui, vous le faites pour vous. Vous investissez dans un monde meilleur et dans la meilleure version de vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si les idées des stoïciens résonnent en vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu pour aider cette vidéo à atteindre plus de spectateurs. Et maintenant, une question pour vous. Quel petit geste d'aide avez-vous fait récemment qui, étonnamment, vous a apporté de la joie à vous aussi? Partagez votre histoire dans les commentaires, inspirons-nous mutuellement.